Philippe Auguste, c'est certainement le premier roi qui fait de Paris une capitale. On ne sait pas très peu de choses pour Clovis, mais Philippe Auguste, c'est certainement celui qui, le premier, a une vision. À l'arrivée au trône de Philippe Auguste, en 180, Paris est une ville qui compte à peu près 25 000 habitants. C'est une ville au paysage assez diversifié, très densément bâtie au cœur de l'île de la Cité, mais qui a encore des aspects très ruraux, rive gauche, avec de nombreux champs, ce qu'on appelle des clos, et qui, du côté de la rive droite, se développe de manière beaucoup plus active pour devenir le cœur économique de la capitale. Le Paris médiéval est une ville insalubre. La mauvaise hygiène provoque des épidémies. La boue qui couvre les rues est une puanteur. On rapporte l'anecdote que Philippe Auguste, à la fenêtre de son palais de l'île de la Cité, était vraiment incommodé par les odeurs pestilentielles. Il faut imaginer des rues remplies de pétail, des porcs, des chiens, etc. Des sortes d'égouts à ciel ouvert. Paris est un cloaque. Mais les caisses ne sont pas assez pleines pour les rêves de Philippe Auguste. Qui paiera ces travaux colossaux? Ce n'est pas avec ces gueux et pouilleux que nous trouverons des finances pour Paris. J'ai un beau cochon de lait pour vous, messire. Ton cochon, quelle taxe as-tu payé pour son entrée dans Paris? Un péage bien suffisant et convenable, messire. Vous, fief et menteur, vous allez délier vos bourses et payer le nettoyage de ma capitale. En premier lieu, Philippe Auguste s'occupe du cimetière des Innocents, une fosse à ciel ouvert où les cochons déterrent des cadavres pour se nourrir. Le roi prend soin de faire clôturer d'une enceinte le plus grand cimetière de Paris à l'époque et qu'il restera jusqu'au XVIIIe siècle, le cimetière des Innocents. Avant la clôture de Philippe Auguste, le cimetière des Innocents est un lieu de vie fondu au milieu des échoppes et des boutiques. Les enfants viennent y jouer, les lavandières y étendent leur linge. La mort se mêle aux activités incessantes de la rue. Les fosses communes débordent et contaminent le voisinage, malgré la fontaine qui trône en son centre. La place des Innocents est établie sur l'un des plus vieux cimetières de Paris. Au Moyen-Âge, tous égaux devant leur inéluctable destin, les vivants et les morts se rejoignent dans la joyeuse farandole de la danse macabre. La violence est reine dans les rues malfamées du quartier. La rue de la Grande Truanderie est le royaume des crapules. Il y a une violence évidemment urbaine du fait que la ville, comme toutes les grandes villes évidemment au Moyen-Âge, attire évidemment pour ses richesses. Et les chiffres de la délinquance sont assez effrayants, hein. On récupère, entre guillemets, à la fin de chaque nuit, une dizaine de cadavres qu'on expose à la morgue près du Châtelet. Sous l'ombre menaçante de la forteresse du Grand Châtelet, la rive droite connaît un essor considérable. La place de Grève, aujourd'hui place de l'Hôtel de Ville, est le cœur marchand de Paris. Au milieu des échoppes et des étalages des orfèvres, des apothicaires ou des simples commerçants, les marchandises ne sont pas à l'abri des voleurs et des mendiants. Dans le quartier des Champeaux, Philippe Auguste fait construire 2 grandes halles réservées aux drapiers et aux tisserands.
le roi organise et régule le commerce de la ville afin de le contrôler. Les premiers règlements apparaissent, unifiant et codifiant les coutumes de plus d'une centaine de métiers. Ces corporations, elles ont été importantes selon les périodes. Du temps de Philippe Auguste, la corporation des bouchers, par exemple, est extrêmement connue. Ils sont installés près du Châtelet. Ils ont leur église Saint-Jacques de la Boucherie. Cette nouvelle bourgeoisie de commerçants se concentre autour de la paroisse Saint-Jacques. Elle commence à être bâtie sous Philippe Auguste, mais ne sera achevée qu'au XVe siècle. À cette époque, les bouchers forment une corporation extrêmement puissante. Elle fait même trembler l'autorité royale lors d'une révolte populaire menée par l'un d'entre eux, Simon le Coutelier, dit Caboche. Aujourd'hui, il ne subsiste que le clocher de l'église, l'actuelle tour Saint-Jacques, trônant au milieu d'un square. Afin d'œuvrer à l'expansion de la ville, les bourgeois mettent leurs richesses au service de Philippe Auguste. Paris sort de l'ombre. Sir Thibault, votre charge est de contrôler les prévôts et les baillis de Paris. Je vous charge de faire payer les bourgeois jusqu'à mon retour de croisade. Il a organisé les finances du royaume de façon à ce que ces baillis puissent aller récupérer les taxes qu'on devait en province et aller rapporter à Paris. Et la Cour des comptes, qui s'était déjà développée sous ses prédécesseurs, s'affirme complètement sous Philippe Auguste. L'exercice comptable parisien de 1202 à 1203 porte sur 197 000 livres de recettes, contre 95 525 livres de dépenses, soit un excédent bénéficiaire d'environ 100 000 livres. Sir Thibault, nos caisses sont pleines. Pavez les rues Saint-Denis, Saint-Antoine, Saint-Honoré et Saint-Jacques. Et avec l'excédent, vous me construirez la forteresse du Louvre et vous achèverez les remparts pour protéger ma bonne ville. Il apporte donc la puissance financière, le pouvoir aussi administratif autour du palais de la Cité, d'où arrive tout l'argent qui est récupéré dans le royaume. Sous Philippe Auguste, les institutions judiciaires et financières sont désormais centralisées à Paris. Du palais de la Cité, il ne reste plus que les tours, la conciergerie et la cour de mai. Cette cour est aujourd'hui l'entrée principale du palais de justice. Le lieu historique du pouvoir judiciaire a su maintenir sa vocation. Paris symbolise la puissance de l'État monarchique. C'est à ce titre qu'il faut à tout prix la protéger. C'est la rive droite qu'on protège parce que Philippe Auguste a conscience, probablement le premier, peut-être que ses prédécesseurs l'avaient déjà un peu, mais n'avaient pas les moyens qu'il avait, et le premier à avoir conscience qu'il faut protéger le commerce, que c'est le commerce qui va faire vivre la ville. Paris est à la merci des agressions extérieures. Pour assurer la sécurité de sa capitale, Philippe Auguste fait bâtir une enceinte longue de plus de 5 km. La plus imposante portion de cette muraille est toujours visible rue des Jardins Saint-Paul, dans le quartier du Marais. Avec ses créneaux, ses portes fortifiées et ses tours rondes, la ville a des allures de citadelle. La puissante muraille qui l'entoure rehausse le prestige de la capitale, alors en passe de devenir la plus importante ville d'Occident. Parsemés dans Paris, les vestiges de ce rempart sont encore décelables au hasard des rues. À l'entrée ouest, une imposante sentinelle se dresse sur la Seine. Le Louvre. Alors la forteresse du Louvre, donc, qui marque la limite occidentale de la ville de Paris, donc à la fin du XIIe siècle, lorsque la construction est entreprise, elle vise avant tout à défendre la ville contre une attaque venant de l'ouest, c'est-à-dire venant de la Normandie, qui à l'époque est aux mains du roi d'Angleterre, Richard Cœur de Lion. La vocation du château fort du Louvre est avant tout militaire et stratégique. Avec ses deux portes, dont la principale s'ouvre sur la Seine, encadrée par d'imposantes tours jumelles, le Louvre semble imprenable.
Cette forteresse redoutable et austère veille sur une ville à l'urbanisme singulier. Les rues sont très étroites, les maisons sont plus hautes donc qu'on ne l'imagine, les ponts sont couverts de maisons, donc les Parisiens n'ont que très rarement l'occasion d'avoir une vue d'ensemble de leur ville. Ils connaissent leur rue, ils connaissent ce qu'il y a autour de la rue, ils voient un bout de ciel, mais au fond, ils sont confinés. En 1163, dans l'île de la Cité, un nouveau chantier va définitivement élever le regard des Parisiens vers le ciel. Maurice de Sully, l'évêque de Paris, a le projet de concevoir un vaisseau somptueux aux dimensions démesurées, la cathédrale Notre-Dame. Elle est bâtie sur les ruines d'une ancienne basilique carolingienne. L'église romane sert de lieu de culte pendant une partie des travaux. C'est la plus grande église de Paris, ça l'est toujours, et c'est un chantier qui a beaucoup marqué les contemporains. On a des témoignages de chroniqueurs qui disent que lorsque Notre-Dame sera terminée, eh bien, ce sera le plus grand édifice qu'on aura jamais élevé au nord des Alpes depuis la fin de l'Empire romain. Sa construction s'étendra sur près de 2 siècles sous les regards ébahis des Parisiens. Jour et nuit, compagnons et maîtres d'œuvre se relaient sur le chantier pour offrir à la Vierge Marie le plus grand édifice jamais construit. Chaque époque offre à Notre-Dame ses plus belles œuvres. On assiste à la naissance et à la perfection de l'art gothique. Jamais un édifice n'a suscité autant de passion. Prouesses techniques et défis vertigineux se succèdent. Peu à peu, Notre-Dame devient une silhouette aérienne, magistrale, les bras tendus vers le ciel. Face à la porte principale de la cathédrale, on perce la rue Neuve Notre-Dame sur 6 à 7 mètres de large. Un véritable boulevard pour l'époque. Sur le parvis, il ne reste plus que les marques au sol de la rue, des maisons et des églises originelles. Cette place est devenue un lieu de vie prisé des Parisiens et des touristes du monde entier. Sur le tympan de la nouvelle cathédrale, le roi et l'évêque sont représentés agenouillés devant le Christ, qui veille sur la ville. Le politique et le religieux défendent ensemble les valeurs de la chrétienté. Un autre pouvoir, engagé lui aussi dans les croisades en Terre Sainte, établit ses quartiers au nord de la ville. Les Templiers, dont la fondation remonte au début du XIIe siècle, liés évidemment aux croisades, ils tirent leur nom du fait qu'ils avaient un établissement à Jérusalem, à l'emplacement du temple, remontant au temps biblique. Orchestrés par le pape, les Templiers bénéficient d'une totale autonomie. Cette nouvelle milice du Christ accompagne le roi dans les croisades. L'ordre des Templiers est un ordre militaire qui a réellement organisé dans Paris une véritable forteresse, le Temple, le domaine du Temple dont il ne reste malheureusement rien aujourd'hui, si ce n'est le nom du quartier du Temple. Ils servent aussi de banquiers. Et à Paris, c'est notoire que le roi de France donc, dépose son trésor, ou une bonne partie de son trésor, chez les Templiers en sécurité. Au cœur de l'enclos, protégé par une enceinte fortifiée, s'élève un imposant donjon, conférant à l'édifice des allures menaçantes. Le Temple est un État dans l'État en plein cœur de Paris. Une capitale qui va connaître un souffle nouveau. Louis IX est un roi mystique, considéré par son peuple comme un faiseur de miracles. Il sera canonisé par l'Église catholique romaine moins de 30 ans après sa mort. Le roi veut faire de Paris la capitale de l'Occident chrétien.
C'est un royaume très puissant, riche, militairement important. Philippe Auguste a beaucoup étendu le domaine royal, mais il manque quelque chose pour asseoir de manière plus stable la dynastie capétienne qui est encore menacée. Et pour y parvenir, Louis IX s'appuie sur la figure emblématique de Saint-Denis et son site d'inhumation. Le pouvoir capétien fonctionne essentiellement sur 3 lieux. Sur Paris, où le roi vit, généralement, même s'il est très itinérant. Reims, où le roi est sacré. Et puis Saint-Denis, où le roi est inhumé, mais pas simplement inhumé, où les moines, les abbés de Saint-Denis, organisent, fixent, développent la mémoire dynastique qui va devenir une sorte de mémoire nationale. Grâce à Louis IX, la basilique Saint-Denis acquiert un statut privilégié. Saint-Louis va officialiser la nécropole en tant que telle. Avant lui, il y a déjà 16 rois et reines qui sont inhumés à Saint-Denis. Mais il n'y a pas de représentation de ces rois. Il fait retrouver les restes d'os de ces rois et reines précédemment inhumés à Saint-Denis. Il les fait mettre dans des coffrets et sur ces coffrets, il commande 16 gisants, avec l'idée de montrer les Mérovingiens, les Carolingiens et les Capétiens et montrer l'unité des rois francs. Saint-Louis réussit à légitimer le pouvoir royal comme s'il était issu d'une seule et même lignée. C'est une véritable prouesse car Clovis, Dagobert et bien d'autres monarques viennent de familles différentes. En ces années 1240, Paris connaît un rayonnement sans égal. À cette époque, le Paris est absolument capitale du royaume de France, est une ville foisonnante puisqu'elle est très peuplée, elle compte environ 200 000 habitants, ce qui est absolument énorme. C'est une des premières villes d'Europe en termes de nombre d'habitants. C'est une capitale politique et administrative qui a été bien assise par le grand-père de Saint-Louis, Philippe Auguste, mais c'est aussi une capitale intellectuelle très, très vivante avec l'installation de la Sorbonne et le développement des collèges où enseignent les ordres mendiants. Les étudiants désertent peu à peu le cloître de Notre-Dame au profit de la rive gauche, loin du cœur de Paris. Au début, elle s'installe dans l'île de la Cité, vous savez. Et puis, les étudiants ne sont pas riches, les professeurs non plus, et ils découvrent qu'on paye des loyers beaucoup moins élevés sur la rive gauche. Sur les pentes de la montagne Sainte-Geneviève, les étudiants sont de plus en plus nombreux à écouter leurs maîtres. Juchés sur leur perchoir, ils enseignent la théologie, la médecine, les arts, les lettres et la philosophie. Les facultés et les collèges se multiplient, à l'image du plus célèbre d'entre eux, créé par Robert de Sorbon, le confesseur de Saint-Louis. La Sorbonne accueille tout type d'étudiants, aisés ou infortunés, unis par la même soif de connaissance. L'université puise sa renommée du prestige de ses bibliothèques et de ses maîtres. Ça va attirer quantité d'élèves, évidemment. Ça va en attirer de France, mais aussi de l'étranger. Et donc, le prestige de la France va être considérable. Parce que c'est une époque, on a toujours l'impression qu'au Moyen-Âge, les gens restent chez eux. Non, non, les intellectuels voyagent beaucoup. On voyage à pied, à dos de mule, on met le temps qu'il faut, mais on va de Paris à Varsovie, de Varsovie à Rome, de Rome à Madrid. Comme les professeurs constituent une sorte d'élite intellectuelle au niveau de l'ensemble de la chrétienté, eh bien, le roi de France est très attaché, évidemment, à conserver près de lui, dans sa capitale, Paris, cette force intellectuelle qui va former en quelque sorte les élites de l'ensemble de l'Europe à compter du XIIIe siècle. Le développement de l'université transforme Paris en une capitale intellectuelle digne de l'antique Athènes. Sur l'île de la Cité, Notre-Dame accueille des milliers de pèlerins venus des coins les plus reculés de France et d'Europe. Ils viennent se recueillir et admirer cette cathédrale qui perce le ciel au mépris de la raison.
là, on voit très bien que on fait de cette île de la Cité le joyau, c'est le centre de Paris, c'est là ce qu'on voit d'abord, et cette église cathédrale domine tout le reste. Pendant très longtemps, elle va dominer l'île de la Cité. Depuis Denis et Geneviève, saint patron de la ville, Paris s'est forgé dans la foi chrétienne. Fidèle à cet héritage, Louis IX va tenter un coup politique qui va définitivement asseoir le rayonnement religieux de la capitale. L'empereur de Jérusalem, qui s'appelle Baudouin II de Courtenay, est en grande difficulté financière et il a besoin de financer ses campagnes militaires. Donc il met en gage l'un de ses plus grands trésors, la couronne d'épines du Christ, auprès de la République de Venise. Et lorsqu'il vient voir le roi de France pour lui proposer de l'acquérir, nous sommes en 1239, Louis IX, très vite, évidemment, perçoit l'importance à la fois politique et religieuse qui corrèle au royaume de France à acquérir cette fameuse relique. En acquérant la couronne d'épines, Saint-Louis affiche sa dévotion au Christ. En 1239, lors d'une magnifique procession à la cathédrale Notre-Dame, le roi fait don à la capitale de cette relique de la Passion. Elle est censée avoir été portée par Jésus lors de l'épisode biblique de la crucifixion. Mais les ambitions de Louis IX ne s'arrêtent pas là. Il veut désormais bâtir un sanctuaire réservé à la couronne d'épines. Et cet édifice est sur le point de rivaliser avec la splendeur de Notre-Dame. Inspiré par les empereurs chrétiens d'Orient, Saint-Louis érige une châsse démesurée de vitraux et de pierres, la Sainte-Chapelle. Cette chapelle ressemble à un reliquaire géant. Cette chapelle haute dans laquelle nous sommes, effectivement, est une glorification à elle-même de ce trésor insigne qu'étaient les reliques. Il n'aura fallu que 7 ans pour réaliser cette merveille du gothique flamboyant. Très en avance sur son temps, la Sainte-Chapelle va influencer toute la création architecturale des siècles suivants. Et lorsqu'on pénètre d'ailleurs ici dans cette Sainte-Chapelle, les visiteurs s'arrêtent de respirer, ils disent tous « waouh ». Et effectivement, le message doit être compris ainsi. On n'est pas dans un lieu normal, on entre dans le monde divin. On est dans un espèce de dialogue mystique avec Dieu, on est ailleurs. La Sainte-Chapelle semble même défier les lois de la physique grâce à ses multiples verrières qui forment des murs de lumière. Sur chaque vitrail, le roi rappelle qu'il est le chef temporel et spirituel de son peuple. Paris, élevé au rang des villes saintes, rivalise alors avec la cité des papes en Avignon. En l'an 1248, Saint-Louis dépose au cœur de la Sainte-Chapelle la couronne d'épines, un clou et un fragment de la vraie croix. L'acquisition de la couronne d'épines fera dire au légat du pape, lorsqu'il viendra consacrer la Sainte-Chapelle en 1248, à la fin des travaux, que le roi de France est désormais l'égal de l'empereur du Saint-Empire romain germanique. Et au-delà de l'aspect pieux de Louis IX, c'est bien un acte politique dont il s'agit, puisque cette couronne d'épines va donner à la France la garantie de la protection divine. À cette époque, le possesseur d'une relique acquiert un pouvoir monumental. Et Saint-Louis élève Paris au rang des capitales incontournables de l'Europe. En 1346, la bourgeoisie parisienne est sommée de payer la rançon de Jean le Bon, prisonnier des Anglais. Mais les bourgeois sont de plus en plus hostiles à l'autorité royale. Avec le développement de la puissance économique de Paris, la bourgeoisie, la haute bourgeoisie en particulier, qui a tiré le plus grand profit de ce développement économique, tient quand même à afficher son pouvoir et à défendre ses intérêts.
Fils d'une riche famille de drapiers parisiens et prévôt des marchands, Étienne Marcel prend la tête de l'opposition municipale. On doit à Étienne Marcel l'installation de ce qui va devenir l'hôtel de ville, donc le siège de l'administration commerciale et économique de Paris sur la place de Grève, donc l'actuelle place de l'hôtel de ville, dans la maison aux piliers, qui devait être une maison préexistante avec une galerie d'arcades. À la fenêtre de la maison aux piliers, Étienne Marcel appelle à l'insurrection. Il encourage les émeutiers à éliminer les traîtres du royaume. Étienne Marcel va et s'appuie sur le peuple de Paris pour marcher jusqu'au palais du roi. Là, il fait assassiner les maréchaux de Champagne et de Normandie et il s'empare du palais. Maître de Paris, Étienne Marcel épargne le jeune dauphin de toute justesse et le revêt de sa coiffe. Peut-être Étienne Marcel a-t-il été un peu débordé, évidemment, par le mouvement populaire, donc, qui risquait de tout balayer sur son passage. Et donc, il a bien fait, évidemment, en essayant de protéger le dauphin, donc en le coiffant de son propre chapeau, aux armes, aux couleurs de la ville de Paris, bleu et rouge. Mais évidemment, aux yeux du régent, ça a paru comme un affront. Hein. Le futur roi de France qui se trouve donc ici complètement pris en main par un des représentants de la bourgeoisie parisienne. La ville a pris le dessus sur l'autorité royale au moment de la révolution d'Étienne Marcel pendant un bref moment, oui. Oui, le pouvoir municipal s'est vraiment affirmé à partir du moment où le dauphin est parti, a quitté la ville. Accusé de vouloir livrer la ville à l'ennemi anglais, Étienne Marcel perd le soutien du peuple de Paris. Il est assassiné en juillet 1358 à la porte Saint-Antoine. Aujourd'hui, l'hôtel de ville est à l'emplacement même de la place de Grève et de la maison aux piliers. Étienne Marcel est considéré comme le premier maire de Paris. Désormais, les monarques se méfient de Paris, capitale trop rebelle. Alors, sous le règne de Charles V, on construit une nouvelle enceinte rive droite, qui englobe un territoire beaucoup plus vaste que l'enceinte antérieure du règne de Philippe Auguste. Donc Charles V, nous sommes vers 1360-1380. Et avec cette nouvelle enceinte, le Louvre perd sa fonction de défense puisqu'il se retrouve à l'intérieur de la ville. Le Louvre acquiert alors le statut de résidence royale. L'enceinte de Charles V étend les frontières d'une ville qui n'en finit pas de s'agrandir. Les Parisiens sont protégés par une muraille 2 fois plus longue que celle de Philippe Auguste. Diverses portes délimitent l'accès à la ville. Saint-Marcel, Saint-Jacques et Saint-Germain sur la rive gauche, Saint-Honoré, Saint-Martin et Saint-Antoine sur la rive droite. À ce moment-là, il y a un accès important à Paris par l'est, par la porte Saint-Antoine, qui est simplement une porte fortifiée avec 2 tours. Et en cours de construction, le roi décide donc de transformer cette porte en une véritable forteresse, donc ça va devenir la Bastille, et qui va pouvoir accueillir une garnison. La construction de la Bastille répond vraiment avant tout à ce qu'avait été la construction du Louvre un siècle avant, c'est-à-dire une défense contre les envahisseurs qui pourraient venir de l'Est. La Bastille surgit à la porte Saint-Antoine, à proximité du quartier Saint-Paul, où réside parfois le roi et sa cour. Lors d'une révolte populaire, la foule tente de s'emparer de la Bastille. Charles V se méfie de plus en plus des Parisiens. La forteresse devient alors l'usage exclusif du roi pour fuir la capitale en cas de danger. Par cette Bastille, donc, il peut sortir en sécurité de Paris pour gagner de là l'autre grande résidence que Charles V se fait construire à Vincennes, dont le château, lui, est tout à fait capable de supporter l'assaut d'une population en révolte et même d'une armée ennemie.
Vincennes est d'abord un manoir où le roi séjourne loin du tumulte parisien, près d'un bois où il peut se détendre et chasser. Sous Charles V, Vincennes prend des allures de ville forte, avec son donjon monumental et son enceinte élargie. Il est certain que Charles V donne son impulsion à Vincennes et en fait vraiment une résidence royale. Charles V a une santé fragile, donc l'air de Vincennes lui est bénéfique. Par ailleurs, il ne se sent pas en sécurité au Louvre et il désire faire construire ce donjon pour se protéger et pouvoir y vivre. Charles V fait aussi construire une deuxième enceinte, tout autour du château, de plus d'1 kilomètre. Elle est ponctuée de 9 tours. L'ambition du roi est sans limite. Par la suite, il va continuer son travail de roi bâtisseur en faisant bâtir l'enceinte autour du donjon et en fondant la Sainte-Chapelle. La Sainte-Chapelle de Vincennes reproduit le modèle liturgique et architectural de celle du palais de la Cité, s'inscrivant dans la continuité de la dynastie des Capétiens. Malgré ces évolutions remarquables, Paris sort profondément ruiné du Moyen-Âge. Capitale sans roi, la ville sombre dans l'anarchie. Armagnac et Bourguignon se déchirent. Paris est occupé pendant plus de 15 ans par les Anglais. En 1429, les bourgeois refusent l'aide d'une certaine Jeanne la Pucelle. Ils la pousseront hors les murs de la ville. Une fois de plus ébranlée dans ses fondations, la capitale doit se réinventer et effectuer sa renaissance. L'arrivée au pouvoir de François Ier en 1515 n'est pas un tournant direct pour Paris. Il faut attendre quelques années avant que François Ier vraiment décide de s'installer à Paris, de faire vraiment de Paris une ville qui sera la vitrine de sa puissance. L'avènement de François Ier, prince de la Renaissance, permet à la monarchie de reprendre les rênes de la capitale rebelle. La maison aux piliers, siège de la municipalité parisienne depuis Étienne Marcel, est trop vétuste et indigne du prestige de la ville. Ordonnée par François Ier, la construction d'un hôtel de ville monumental symbolise l'autorité du roi sur la capitale. Cet édifice majestueux est le premier bâtiment de style Renaissance érigé à Paris. Le roi décide de s'installer dans la capitale, mais il manque un palais moderne digne du souverain. Quand François Ier arrive au pouvoir en 1515, le Louvre, c'est encore un vieux château médiéval, c'est une forteresse qui est tout à fait inadaptée à la vie de cour telle qu'on entend la mener désormais. Et donc François Ier, dans les années 1520-1530, commence à transformer ce château. On abat l'énorme donjon qui était au centre de la cour, et puis on commence des aménagements, on agrandit les fenêtres, on décore les appartements royaux. Paris devient le centre du pouvoir royal. Un commerce de luxe voit le jour, afin de satisfaire les besoins de la cour lancée dans une course à l'élégance. Des princes de l'Europe entière viennent acquérir à Paris des vêtements haute couture et des pièces d'orfèvrerie. La réputation de Paris comme capitale du luxe est née entre la fin du Moyen-Âge et le début de la Renaissance, une vocation qu'elle a su conserver à travers les siècles. La cour, qui est très élégante, a besoin de montrer son élégance, et donc Paris est un haut lieu, un peu d'ébénisterie, de tout ce qui fait le décor de la maison, aussi de création en couture très tôt, même si malheureusement les malheurs du temps font qu'on n'a pas peu de traces. La ville retrouve sa prospérité perdue après 100 ans de guerre permanente. Chaque année à la foire Saint-Germain, des marchands de toute l'Europe inondent la capitale de leurs produits et de leurs créations.
Paris attire au XVIe siècle, Paris attire la population. Les gens viennent des campagnes ou des bourgs voisins, spécialement du nord de la France, mais on vient aussi de l'étranger. Il y a des commerçants qui viennent de très loin, des joailliers, des orfèvres, des imprimeurs qui viennent parfois d'Allemagne. Et puis on attire des étudiants, des professeurs, des collégiens qui sont dans les collèges de la rive gauche de l'Université de Paris. Paris est une ville ouverte où l'on circule beaucoup. Depuis la première Bible imprimée par Gutenberg en 1455, parcheminiers, copistes, écrivains et enlumineurs concourent au prestige des librairies parisiennes sur la rive gauche comme sur l'île de la Cité. L'imprimerie joue un rôle essentiel dans l'activité culturelle parisienne depuis les années 1470, depuis qu'on a installé les premières presses à la Sorbonne. L'imprimerie permet de diffuser les idées, permet de diffuser les auteurs, et on imprime des auteurs de l'Antiquité que l'on redécouvre avec fascination dans les cercles cultivés, ou bien des auteurs qui diffusent des idées nouvelles. Parmi ces idées nouvelles, le protestantisme, prôné par Luther, se diffuse dans Paris. Les protestants se rassemblent par milliers pour chanter leurs cantiques au Pré-aux-Clercs et au Faubourg Saint-Germain. Ces réunions sont l'occasion de violentes confrontations. Ces prières attisent la haine des catholiques. Les pouvoirs, et spécialement le pouvoir royal, ont tenté d'interdire ces réunions, et on a des exécutions à partir des années 1520 qui se déroulent en place de Grève ou bien rive gauche, place Maubert, des exécutions qui sont des véritables spectacles du pouvoir royal réaffirmé et de l'Église réunifiée. Ces moments, en réalité, n'ont pas l'effet qu'espéraient les autorités, puisqu'elles suscitent des vocations, puisque les spectateurs sont parfois convaincus de la vérité de ce message réformé, puisqu'ils voient la constance, l'héroïsme de ces gens qui meurent pour leurs idées et pour leur foi en Dieu. La répression des protestants a échoué. Le pouvoir adopte une nouvelle stratégie. Depuis le palais du Louvre, Catherine de Médicis tente une réconciliation entre catholiques et protestants. En août 1572, elle marie sa fille, la reine Margot, à un prince protestant, le futur Henri IV. Mais le 22 août, l'amiral de Coligny, proche de la reine-mère et récemment converti au protestantisme, est victime d'un attentat dont il sortira blessé. C'est un coup de tonnerre dans le travail de pacification de la reine. Et il faut imaginer la panique de la cour de France le 22 août 1572, quand des dizaines, voire des centaines d'hommes en armes, des protestants qui sont venus à Paris pour assister au mariage de leur chef, le jeune roi de Navarre, réclament justice. En réaction, la reine-mère parvient à convaincre son fils, le roi Charles IX, d'organiser un complot contre les chefs protestants. La reine sait que le peuple est de son côté. Elle joue l'effet de surprise. On agira dans Paris au plus vite. Le 24 août 1572, vers 3 heures du matin, le tocsin de l'église de Saint-Germain-l'Auxerrois sonne le signal. La folie s'empare de la ville. Le Louvre est le théâtre d'une tuerie impitoyable. Dans les couloirs du palais royal, dans les appartements et dans les rues, on élimine l'élite de la noblesse protestante et les petits bourgeois calvinistes. Sans pitié, les Parisiens règlent leurs comptes. Il faut imaginer la milice parisienne qui prend les armes. La milice, ce sont plusieurs dizaines de milliers d'hommes. Ce sont des bourgeois qui ont leurs armes, leurs épées, leurs arquebuses, et qui sortent dans les rues, qui sont organisés, qui ont l'habitude de s'organiser depuis le début des guerres de religion, et qui vont se lancer dans une chasse aux protestants. On tuera des hommes, on tuera des femmes, des vieillards, des enfants. La Seine sera rouge et les rues seront pleines de sang. L'amiral de Coligny est assassiné, puis jeté par la fenêtre. Décapité, son corps est livré à la vindicte populaire. Au petit jour, rien ni personne ne peut arrêter les massacres. Chacun s'en prend aux hérétiques. Les membres du Parlement sont égorgés. Dans le quartier latin, professeurs, écoliers, libraires, imprimeurs sont massacrés. Hommes,
Femmes et enfants sont traqués dans toute la capitale. Le corps de l'amiral de Coligny, pendu par les pieds, est exhibé pendant plusieurs jours au gibet de Montfaucon. Lorsque l'émeute s'apaise, on évoque entre 5 000 et 10 000 victimes. La Saint-Barthélemy marque un coup d'arrêt fatal à l'expansion du protestantisme en France. Paris n'aspire qu'à renaître de ses cendres. Capitale ruinée et affamée par un long siège, Paris se livre à Henri IV sans combattre. La ville retrouve alors du pain, la paix et un roi. Paris vaut bien une messe, aurait dit le nouveau monarque fraîchement converti. L'entrée d'Henri IV à Paris en mars 1594 est un moment essentiel dans l'histoire de la capitale qu'on va ensuite célébrer. C'est un moment dont il faut fêter l'anniversaire par la suite parce que c'est le moment de réconciliation du roi et de la cité. Et donc c'est une ville qui se rend et qui va recevoir le roi en liesse. Le roi va jusqu'à Notre-Dame pour remercier Dieu de cette victoire et le peuple de Paris assiste dans les rues, assiste aux fenêtres à l'entrée attendue de ce roi qui va enfin rétablir la paix, qui va enfin rétablir l'ordre après toutes ces années de guerre civile. Après plusieurs décennies de troubles, une nouvelle capitale se dessine. Elle célèbre dans son architecture monumentale les triomphes et la grandeur des premiers Bourbons. La capitale doit être sublime pour affirmer son autorité absolue. Pour cette raison, les Bourbons ont beaucoup construit à Paris, des palais, des édifices publics, et ils ont voulu faire de Paris une seconde Rome, c'est-à-dire imiter la Rome des papes, de la Renaissance et de l'époque baroque, et aussi celle des empereurs romains. Les travaux d'Henri IV inaugurent le glissement du centre de Paris vers l'ouest de la capitale. Au Louvre, où le roi établit ses quartiers, Henri IV fait construire la Grande Galerie, une aile gigantesque qui borde la Seine. Avec cette Grande Galerie, on voit se profiler ce qu'on va appeler plus tard le Grand Dessin, c'est-à-dire le projet de relier le Louvre et les Tuileries et de faire du palais un des plus grands palais au monde. Le Grand Dessin prévoit aussi le réaménagement de la cour carrée. Alors ces grands travaux d'Henri IV ont eu des effets assez contrastés. Le plus apprécié, à la fois des Parisiens et des étrangers qui visitaient Paris, c'est le Pont-Neuf. Quand on voit les petits tableaux qui étaient peints en série pour des étrangers, qui étaient l'équivalent des cartes postales d'aujourd'hui, on montre toujours la Seine, la vue de la Seine avec le Louvre et le Pont-Neuf. Sans maisons et bordé de larges trottoirs, le Pont-Neuf est le premier pont moderne de la capitale. Grâce aux boutiques installées dans ces demi-lunes, il est vite envahi par les bateleurs, les camelots et les bouquinistes. Il devient alors l'un des lieux de promenade favoris des Parisiens. Au pied du pont, le square du Vert-Galant, surnom du roi Henri IV, est un haut lieu de libertinage au cœur de la capitale. Paris conforte sa réputation sulfureuse. C'est une ville où toutes les aventures sont possibles. À l'extrémité ouest du Pont-Neuf, Henri IV termine la construction de la pompe de la Samaritaine, aujourd'hui disparue. 2 siècles durant, elle approvisionnera en eau les bâtiments du roi et les quartiers centraux de la ville.
Aimé des Parisiens, Henri IV entreprend le chantier de la place Dauphine pour donner de l'air aux habitants de la capitale. Son fils Louis XIII reprendra son modèle pavillonnaire et provincial pour terminer une nouvelle place royale, à l'est de Paris. Elle prendra plus tard le nom de place des Vosges. La place royale, elle n'a qu'un impact limité. C'est un promenoir essentiellement pour les classes aisées qui viennent habiter le Marais, qui devient le quartier à la mode. Mais en dehors de quelques lieux privilégiés, Paris est une ville densément peuplée où la criminalité règne en maître. Paris restera une ville médiévale, avec des rues essentiellement étroites, et souvent c'est le cas de cette célèbre rue de la Ferronnerie, où Henri IV est assassiné par Ravaillac à la faveur d'un encombrement survenu entre plusieurs carrosses, dont celui du souverain. Aujourd'hui piétonne, la rue de la Ferronnerie est située près de la place des Innocents dans le quartier des Halles. Si Louis XIII ne s'intéresse pas vraiment à la capitale, son principal ministre, le cardinal de Richelieu, se fait construire un palais qu'il dote d'un somptueux jardin. Le palais cardinal devient royal lorsque le jeune Louis XIV s'y installe en 1648. Cette année-là, les Parisiens sont excédés par les épidémies, les disettes et les lourdes taxations d'une guerre interminable contre l'Espagne. Ils se révoltent une nouvelle fois contre l'absolutisme royal. C'est la Fronde. La Fronde, c'est une révolte de l'administration à Paris contre le pouvoir royal. Lutte qui s'appuie exactement comme du temps d'Étienne Marcel sur le peuple que l'on fait marcher, entre autres, sur le palais royal où vit à l'époque Anne d'Autriche et le jeune Louis XIV. L'opposition est à la fois parlementaire, aristocratique et populaire. Des barricades s'élèvent dans l'île de la Cité, dans les quartiers des Halles et du Faubourg Saint-Germain. Les combats font rage à la porte Saint-Antoine. En position de faiblesse, la régente doit montrer tous les soirs le jeune dauphin à la fenêtre du palais pour calmer les ardeurs du peuple parisien. La famille royale finit par fuir la capitale vers le château de Saint-Germain-en-Laye. Paris perd son roi. On a dit à la suite de ça qu'il détestait Paris. Ça n'est pas exactement ça. S'il avait détesté Paris, Paris ne serait certainement pas le joyau que c'est aujourd'hui avec toutes les grandes constructions Louis XIViennes. Non, il se méfie de Paris. Il pense qu'il est plus à l'abri à Versailles. Si le jeune roi rentre triomphalement à Paris en 1652, la cour vivra à Versailles où un chantier magistral est lancé. En 1671, Louis XIV passe aux Tuileries sa dernière nuit. Et désormais, il ne sera plus à Paris que de passage. C'est une rupture affective, mais ça n'est pas la marque d'un manque d'intérêt. Bien au contraire, Louis XIV est toujours dans l'idée de la Nouvelle Rome et d'une capitale qui doit éclipser toutes les autres grandes villes de l'Europe. Ah, la capitale m'inspire une émulation féconde et constante pour élever des monuments. J'ai dans l'idée de bâtir une nouvelle Rome. Monsieur Blondel, vous érigerez un arc à mon triomphe, à la porte Saint-Denis. De l'air! De l'air! Ouvrez de larges chaussées au nord! Paris se doit enfin de respirer. Monsieur Louvois, au lieu de l'hôtel Vendôme, j'ai dans le souhait d'accéder à une vaste place, que nous nommerons sans façon place Louis-le-Grand. Monsieur Desjardins, vous me sculpterez avec les nations vaincues à mes pieds. Vous érigerez la statue au centre de la place des Victoires. On me rapporte que de nombreux soldats de la guerre de 30 ans sont devenus invalides. Pour ces invalides, nous bâtirons un hôtel des Invalides, sur la plaine de Grenelle. Admiré pour ses artistes qui triomphent à l'Académie française,
Envié pour ses promenades plantées le long des boulevards et agrémenté d'arcs de triomphe, le Paris de Louis XIV est digne du règne du roi Soleil. On a également les places royales, la place des Victoires qui va être inaugurée en 1686, qui est une place circulaire sur les plans de Hardemans-Sarre, et puis construite entre 1685 et 1691, la place des Conquêtes. Cette place des Conquêtes prendra le nom de place Louis le Grand avant de devenir la place Vendôme. Louis XIV façonne la ville à son image. Les grands monuments construits par Louis XIV à Paris sont en fait souvent les monuments de ses ministres. Les places royales, elles sont plutôt voulues par Louvois. Les arcs de triomphe, c'est plutôt Colbert. Le vrai monument de Louis XIV à Paris, c'est l'Hôtel Royal des Invalides. Louis XIV ne se rend qu'une vingtaine de fois dans sa capitale au cours de ses 60 années de règne. Mais à chaque séjour, il viendra contrôler l'avancée des travaux des Invalides. En entreprenant ce gigantesque chantier sur la plaine de Grenelle, le roi Soleil entend redorer l'image de son armée, mais aussi la sienne aux yeux de ses propres soldats. Le dôme de la chapelle royale domine la capitale à plus de 100 mètres de hauteur. Les rêves de grandeur du roi sont sans limite. Le prestige de la ville lumière sera bientôt ébranlé par la colère d'un peuple qui, dans l'ombre, gronde contre l'absolutisme.